Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous serons encore chez vous en ce jour. Rencontre un nouveau numéro. Nous allons parler de cette matière, de cette discipline intellectuelle du savoir humain, de la philosophie, pour réfléchir sur ce qu'elle peut apporter dans un monde largement dominé par les progrès de la technoscience. Et pour l'occasion, je reçois pour vous M. Yao Agbonagba, il est docteur en philosophie. Monsieur, merci d'accepter notre invitation. Merci, M. Husson. C'est cela. Savez-vous qu'on va réfléchir sur la question philosophique, parce que vous venez de faire une thèse de doctorat en la matière, et je vous invite pour ça, parce qu'il y a beaucoup de controverses autour de cette discipline intellectuelle du savoir humain, la philo, quelle est son importance, sa valeur dans les sociétés actuelles. Mais peut-être avant d'arriver, n'est-ce pas, dans le vif du sujet, quel cursus scolaire suivre, académique, universitaire suivre pour arriver au grade de docteur, M. Agbonagba? Ok, merci M. Husson. Avant tout, je salue les téléspectateurs qui sont actuellement au rendez-vous. Je pourrais dire, pour avoir la thèse ou bien le doctorat, après le bac, il faut avoir fait 3 ans pour avoir la licence. Et après la licence, pour opter pour le deuxième grade qui est le master, il faut comptabiliser une moyenne supérieure ou égale à 12. Après 2 ans de formation master, il faut également avoir une moyenne supérieure ou égale à 12, où là, le master est couronné par une soutenance de mémoire. Et après, le troisième cycle, qui est le doctorat, où il faut, en plus de la moyenne requise qui est une note supérieure ou égale à 12, il faut trouver un directeur de thèse. C'est ça. Et le directeur de thèse qui serait dégagé pour te diriger pendant 3 ans. Et ce n'est qu'après les 3 ans, si tu as pu finir ta rédaction, que l'université lance les formalités pour la soutenance. Bref, pour dire que après le bac, il faut faire 8 ans d'études. Bac plus 8. Bac plus 8. Et je précise, c'est dans le domaine SHS, sciences de l'homme et de la société. C'est ça. Merci ça veut dire que dans d'autres facultés, ça varie, c'est ça? Oui, ça varie parce qu'en pharmacie, là, je crois, on fait 7 ans. 7 ans pour la médecine, c'est 8 ans. C'est ça. Oui. Bac plus 8 pour avoir doctorat en philosophie. Et cher ami, merci et félicitations, n'est-ce pas, pour ce parcours. Est-ce que ça a été facile? Quelles étaient vos peines et joies durant tout ce temps de formation de 8 ans et après l'obtention de votre bac? Avant tout, il faut dire que c'est une affaire de volonté, de conviction. Si tu as la volonté, tu peux franchir les caps. Et si tu t'es donné un objectif dans la vie à atteindre, avec en plus de la volonté, la nature concourt au bon de ceux qui ont de bonnes intentions. Ça n'a pas été facile, mais l'essentiel a été fait. Oui, mais puisque en réalité, les docteurs, on en a beaucoup plus en pharmacie, dans les sciences, mais dans les lettres, en littérature, c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas? En littérature. Oui, puisqu'il faut produire, il faut faire des productions, il faut écrire, des recherches autour des thématiques. Oui, là, je ne peux pas me prononcer parce que chacun tire les choses de son côté. Quand vous êtes en pharmacie, maintenant, par exemple, en médecine, ils vont se dire que c'est compliqué là-bas. Mais je l'avoue, eux-mêmes le disent, si nous sommes arrivés à cette étape de notre formation en philosophie, ils nous apprécient. Pourquoi? Parce que la compréhension des textes philosophiques est déjà qui pose problème. Tout à fait, oui. Le vocabulaire, le langage philosophique en est autre. Et donc, là, en tout cas, c'est ce que je viens de dire. C'est la volonté. Et la passion aussi. Et la passion. Oui, parce qu'en même temps, vous êtes enseignant de terrain, vous êtes professeur de lycée, n'est-ce pas? Alors, comment vous allez accumuler les deux? Les recherches à l'université, ensuite vos préparations de fiches, n'est-ce pas? Professeur, vraiment, ça a été compliqué, ça a été complexe, mais l'amour pour la matière. Nous nous sommes dit, si on s'arrêtait seulement à la licence ou bien au master, l'objectif ne serait pas atteint.
l'objectif ne serait pas atteint du fait que nous avons vu que ce monde, ou bien le monde actuel, est un monde gouverné par des esprits, des idées. Et c'est l'idée, ce sont les idées qui gouvernent le monde. Oui. Il faut aller au top, il faut chercher à aller, arriver à lire, à creuser les professeurs, les grands philosophes qui ont toujours mené les événements qui sont à la base des grands mouvements et de grands développements de l'Afrique et du monde en général. Donc je pourrais dire que ça n'a pas été facile, mais la passion pour la matière et la volonté de te voir un peu plus loin, aide effectivement. Ça nous a beaucoup aidé. C'est ça. Et oui, vous le dites si bien, parce que dans un contexte actuel, hein, on sait que c'est la science, c'est la technologie, c'est ça qui contribue au développement. Mais vous, qu'est-ce qui vous a poussé à aller aussi loin que possible dans votre discipline, la philosophie, décriée comme une discipline éthérée, inutile, qui ne sert pas au développement du continent africain? Merci beaucoup, Monsieur Wilson. En analysant la situation, en voyant les réalités aujourd'hui, c'est comme on se trompe un peu. Les grands scientifiques en Occident sont des grands philosophes. On ne peut pas se passer de la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie, d'abord, c'est la vie. La philosophie, c'est la vie. Et la philosophie, c'est une réflexion approfondie sur l'homme et sur son milieu de vie. C'est ça le développement. Il va aller vers le développement et par conséquent le développement technoscientifique. Aujourd'hui, on crie la science, on crie le développement technologique et la philosophie qui semble être relevée au second plan. Nous pouvons dire que c'est une fausse approche de la chose. Parce qu'il n'y a pas de développement qui ne soit d'abord un développement de l'esprit. C'est ça. Un développement de l'esprit. Et si vous ne travaillez pas l'esprit qui doit porter le développement ne serait pas au rendez-vous. Si vous voyez les débats sur les chaînes internationales aujourd'hui, en Occident, les débats entre l'Ukraine, la Russie, si on va vers... oui, c'est avant tout un débat philosophique, c'est un débat d'idées, ce n'est pas le déploiement, seul le déploiement de la force militaire. Non, ce n'est pas ça. Et je vois les stratégies parfois j'analyse les stratégies de Poutine. Vraiment, cette philosophie, ça ne servira à rien. Et donc, nous pouvons dire que c'est une fausse approche. En dessous de chaque développement, que ce soit un développement technoscientifique, il y a toujours des touches philosophiques. C'est ce qui a justifié nos grands philosophes, ou bien les grands savants, qui sont avant tout des philosophes. Rencontre échange, nouveau numéro, nous parlons de la philosophie en recevant pour vous le docteur Yao Agbonagban, qui est docteur en philosophie. Il vient de faire une thèse de doctorat sur la question. Et le thème que vous avez choisi est assez évocateur, être, identité et développement, n'est-ce pas, de l'Afrique. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Ok, merci beaucoup, M. Wilson. Pourquoi le choix du thème être, identité et développement en Afrique? Avant de répondre à cette question, j'aimerais parler un peu de mon parcours master. Il faut le dire que j'ai eu un master en philosophie politique et du droit. Après la soutenance du mémoire, j'ai soutenu sur Alexis de Tocqueville, les pionniers du libéralisme. Alexis de Tocqueville a analysé la démocratie en Amérique. Alexis de Tocqueville a été envoyé en Europe, en Amérique, pour apprendre, étudier la démocratie en Amérique et voir comment ils peuvent l'appliquer à leur contexte européen. Donc, Alexis de Tocqueville, analysant la démocratie en Amérique, a constaté une petite faille de cette démocratie où il dit que la démocratie étant un régime qui convient le plus
à l'homme, ce système connaît une petite défaillance. Et la défaillance se trouve au niveau de l'atomisation de l'individu et par conséquent la marge donnée aux despotes de revenir. Et là, il qualifie ce despote de despote doux, le despotisme doux. Donc, pour pallier ce manquement de la démocratie, il a pensé à un système centralisé. Un système centralisé. Donc, à la fin de notre formation master, je suis sorti comme un spécialiste en gouvernance locale et décentralisation. Oui. Mais je n'étais pas satisfait. Après la soutenance de mon mémoire, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Afrique? À l'Afrique, de telle sorte que les petits problèmes que la nature nous pose, nous n'arrivons pas à les régler nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous arrive? Oh, j'ai lu un peu plus Cheikh Anta Diop. À travers les écrits de Cheikh Anta Diop, l'histoire, on nous a fait savoir que l'Afrique est au centre de la civilisation du monde. Qu'est-ce qui nous plonge aujourd'hui dans l'ination qu'on n'arrive pas à produire un simple objet un simple objet dont nous-mêmes nous avons besoin? Qu'est-ce qui nous arrive? Et il faut l'avouer, cette interrogation ou bien cette inquiétude, je l'ai partagée avec mon mentor, professeur Adani Fay, que je salue de passage. Et je l'ai partagée avec lui. Et puis, je n'ai pas trouvé de solution. Ce qui m'a amené à quitter le laboratoire LAMP, où j'ai évolué en tant que spécialiste en philosophie politique et du droit, pour l'équipe de recherche dirigée par feu professeur Adji Akleso et Prapo, équipe de recherche phénoménologique sur les rationalités africaines et la philosophie orientale. Donc, c'est à partir de là, j'ai pu, lors des discussions avec mon feu directeur Akleso Adji, j'ai décelé quelque chose. Au niveau de l'analyse de la philosophie orientale, surtout celle chinoise. Et j'ai constaté que là, il y a un souci. Le souci est qu'il n'y a pas de développement qui se passe de l'être qui le porte. Et le développement, qu'il soit un développement authentique, doit être l'expression de l'être qui le porte. C'est ça. Donc c'est à partir de là que j'ai sorti le terme de mon travail, être, identité et développement de l'Afrique, et non pas développement en Afrique. En Afrique. Comme c'est la chose philosophique, j'espère que... Il faut préciser les terminologies, n'est-ce pas? Oui. Alors, l'être, de quel être parlez-vous en réalité? Là, c'est très bien, monsieur Hussan. Oui. De quel être parlons-nous dans notre travail? Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur deux ouvrages évocateurs d'Alain Péréphyt. Le premier ouvrage, La société de confiance. Et le deuxième ouvrage, Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Donc là, quel type d'être? Je vais revenir. Là, Alain Péréphyt a montré qu'il n'y a pas de société développée. Ouais, ça choque déjà. Il n'y a pas de société développée parce que le développement, c'est un processus. Oui. Et il continue. Qui ne s'arrête jamais. Oui, et il continue. Mais pour nous évertuer sur la voie du développement, il faut quoi? Il faut croire. Il faut croire en quoi? En nous-mêmes et en notre avenir. C'est ça. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, à partir de là, je vois déjà que si nous ne travaillons pas l'être en question, ce n'est rien d'autre que notre être au monde. C'est ça, oui. Ce que nous sommes au quotidien. Au monde, c'est ça. Au quotidien. Ce que nous sommes. Ce n'est pas un être bêta physique qu'il faut ressusciter, non. Ce que nous sommes, ce qui nous définit, ce qui peut faire notre être. Et là, je vais revenir sur la question avec la révolution chinoise, la révolution culturelle opérée par la Chine, où on va voir la question sur l'être. L'être tout court
c'est ce que nous sommes, Oui. c'est ce que nous sommes au quotidien. Et notre identité est liée à cette tête justement, n'est-ce pas? Effectivement. Oui. Et vous allez voir un peu, hein, et si vous lisez dans notre travail, vous allez voir cette conception cartésienne de la chose, où il définit la philosophie comme un arbre. Oui. Et l'arbre, la métaphysique étant le fondement, le soubassement ne se voit pas. C'est ça. Et La racine. c'est ça la racine. De la racine sort le tronc, Oui. que la physique, Oui. et les branches qui se résument en trois, la morale, la médecine et la mécanique. Donc vous allez voir, l'identité en question ne serait rien d'autre que l'expression de l'être. L'expression de notre être au monde. C'est ça. Ce n'est pas une identité où il faut penser à ce que nos présidents avaient fait. Par exemple, le président Mobutu. L'identité culturelle. Oui, il dit que l'authenticité. Non. L'identité doit être l'expression parfaite de notre être. Si vous le permettez, oui, allez-y. Vous pouvez bien trouver le lien à partir de la révolution culturelle opérée par la Chine. Mao l'a bien fait. La Chine a su qu'elle ne peut pas se développer en étant autre qu'elle-même. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû travailler ce qui constitue leur identité, ils ont travaillé leur tradition, ils ont travaillé ce qui est de leur culture, et il faut le souligner, la culture n'est pas parfaitement bonne, il y a des zones à larguer et améliorer l'autre partie, d'où l'ouverture. Mais les Chinois ou bien la Chine, Mao a compris qu'on ne peut pas se développer en étant autre que soi. Donc, ils ont dû conserver ce qui est de chez eux. Et maintenant, ils ont su également qu'en se repliant sur soi, ils ne peuvent pas atteindre le développement authentique. Donc l'ouverture forcément. Oui, l'ouverture forcément sur les autres. Oui, le monde, surtout le monde techno-scientifique européen. C'est ça. Donc, vous voyez comment ils ont pallié. Oui. Donc, l'être chinois reste toujours chinois, mais ouvert sur la science et la technologie. Vous voyez déjà ça. Et aujourd'hui, les productions faites par les Chinois sont en quelque sorte ce qu'on peut appeler leur identité, leur être au monde. C'est ça. Et l'Afrique aussi pouvait s'ouvrir comme ça, ouvrir son être, n'est-ce pas, tout en conservant ce qu'il est, comme vous l'avez dit, au quotidien, et s'ouvrir aux autres en piochant, n'est-ce pas, de ce qui est bon dans cette culture pour s'améliorer, pour se développer. Oui, monsieur Wilson, je pense que c'est la dynamique qui est en cours aujourd'hui. L'identité, c'est le repère. Parce qu'au même moment, on parle de la sauvegarde de nos valeurs, hein, que nous sommes en train de perdre aussi. Oui, puisque dans un monde mondialisé, je ne sais pas, il n'y a plus aucun coin du monde qui se referme sur soi. Alors comment concilier tout cela pour un développement harmonieux? Oui, c'est ce pourquoi nous nous inspirons de plus de la méthode chinoise. Et nous disons qu'aujourd'hui, si l'on perd notre valeur, notre identité, nous ne pouvons pas, le développement, nous ne pouvons pas le réaliser. Ou bien, oui, c'est notre position. C'est notre position. Il faut être humble sur ça parce que tout est à critiquer. C'est notre position, c'est la manière de voir les choses. Aujourd'hui, si nous ne sauvegardons pas les valeurs que nous jugeons les meilleures, que deviendrons-nous? C'est ça. Il y aura toujours problème. Il faut conserver ces valeurs, les améliorer, et ces valeurs constitueront au moins ce qu'on peut appeler notre repère. Des valeurs qui font notre identité, c'est ça? Notre identité. Oui. Et puis là, l'identité, aussi il faut le dire, notre conception de l'identité dans notre travail n'est pas une identité figée. C'est une identité qui s'inscrit dans un contexte un peu plus dynamique, qui se fait, se refait et s'améliore ainsi à l'infini. Donc aujourd'hui, si nous ne cherchons pas ce qui fait notre être, nous allons nous fourvoyer. C'est tout ce que nous décelons de notre travail. Il faut d'abord avoir quelque chose
qui soit notre appui, notre ancrage. Et là, nous pouvons nous ouvrir tout en cherchant à améliorer cet ancrage-là au fur et à mesure. C'est un travail un peu complexe. Je vois. Par rapport à ce que nous subissons aujourd'hui, c'est un peu complexe. Il y a la pression du monde extérieur, il y a la gouvernance mondiale, il y a une certaine uniformisation, une certaine universalisation des formes de pensée et de vie, mon cher docteur. Monsieur Issal, nous disons quelque chose. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, l'Occident va vous trouver ce qui lui va. C'est ça. Et il va vous imposer des manières de faire. Aujourd'hui, vous dites que nous sommes dans un monde globalisé ou mondialisé. Je donne seulement un exemple. L'OMC, Organisation mondiale du commerce, créée en 1995. Vous savez, la Chine a refusé d'y adhérer et ce n'est qu'en 2001, le 11 décembre 2001. Or, en ce moment, le Togo, depuis 1995, en fait partie. Membre de l'OMC. Parce que la Chine sait ce qu'elle cherche. Elle a refusé. Qu'est-ce que je vais aller exposer sur le plan mondial, à l'échelle mondiale, si j'adhère? Elle n'était pas encore prête. Elle a dû travailler ce qui peut être son être au monde, c'est-à-dire a dû travailler suffisamment, et ce n'est qu'en 2001 qu'elle a adhéré. Et vous voyez aujourd'hui la Chine. Donc il ne s'agit pas d'adhérer pour adhérer. Non. Il faut avoir les moyens d'abord de ce qu'il y a à vendre et à mettre sur le marché. Ou bien, c'est ça. C'est ce pourquoi vous me dites que le monde devient de plus en plus globalisé. Comment l'Afrique? Et nous disons que il faut savoir d'abord ce que tu cherches, ce que tu veux devenir et là où tu vas. Si nous savons là où nous allons et ce que nous cherchons vraiment, nous allons toujours trouver des voies et moyens pour marier l'ouverture et le travail qui doit se faire à l'interne. C'est ça. À l'interne, c'est ça. Oui. Alors, il n'y a pas qu'une seule Afrique, c'est la question de l'un des multiples. L'unité, l'identité, l'être africain, d'accord, mais il y a aussi la multiplicité de l'Afrique, n'est-ce pas? Oui. Il y a des Afriques, l'Afrique du Nord, le Maghreb, il y a l'Afrique occidentale, il y a plusieurs ethnies, plusieurs cultures. Alors, comment unir toutes ces identités, en faire une et marcher vers le développement? Effectivement. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des Afriques, pas d'une Afrique. Et vous venez bien de le souligner. Et cette question m'envoie toujours, comme je fais partie d'une équipe qui étudie la philosophie africaine et la philosophie orientale, ça nous permet de bien voir. La Chine n'est pas homogène. En Chine, il y a plus de 50 cultures. Il y a plus de 50 ethnies. Mais il y a une ethnie ou une culture dominante. Et pourtant, la Chine se voit comme une seule culture, une seule ethnie. Et vous voyez. Donc, l'Afrique a plusieurs cultures, l'Afrique a plusieurs ethnies et il y a plusieurs Afriques. Mais dans notre conception, dans notre travail, nous avons parlé d'une seule Afrique. Nous avons parlé d'une seule Afrique. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que l'Afrique s'est complètement fourvoyée, déboussolée. C'est-à-dire que l'Afrique est complètement déboussolée, déracinée. Déracinée, pourquoi? Parce que à partir déjà du 7e siècle, l'Afrique du Nord en question est envahie par la religion musulmane. À partir du 17e siècle, toute l'Afrique, le reste de l'Afrique est envahi par le christianisme. Déjà, il y a un problème. Et maintenant, en plus de ces religions dites révélées, l'Afrique entière est emportée par la traite négrière et la colonisation. Où est l'Afrique là qui a fait exception? Donc, d'où dans notre conception, il faut faire un effort. Il faut faire un effort, penser à partir de cette unité de l'Afrique,
C'est un peu plus ce que nous faisons, c'est ce que font les panafricanistes aujourd'hui. On en reparlera. On en reviendra quand même. Allez-y quand même. Oui. Avec les panafricanistes. Aujourd'hui, quand quelqu'un se lève et dit panafricain, on ne cherche pas c'est quel pays. De quel pays. C'est ça. Ben, c'est pour l'Afrique. Donc, il faut chercher cette unité et effectivement évoluer dans la diversité, parce que la diversité serait conçue comme étant une richesse. Une richesse à apporter. Donc, dans notre conception, nous avons travaillé plus d'une seule Afrique. C'est ça. On va revenir quand même. Alors, comment tout cela va conduire au développement? L'être, l'identité, comment cela va participer au développement? Et de quel développement parle-t-on finalement? Puisque souvent, quand on parle de développement, il est question des progrès de la technoscience en réalité. Oui. Oui, dans notre travail, nous avons parlé du développement authentique, un développement ancré sur l'homme. Et pourquoi? Parce que nous savons que c'est l'homme qui est au centre de tout développement. Et être identité et développement en Afrique, ce n'est pas une simple juxtaposition de concepts, parce que chaque concept là est autonome. Oui, porteur de sens. Oui, porteur de sens. Donc, ce que nous voulons montrer à partir du développement de l'Afrique tel que formulé le sujet, nous voulons nous ancrer sur un développement humain. Parce que je viens de le dire tantôt que il n'y a pas de développement qui ne soit d'abord un développement de l'esprit. Et qui dit développement de l'esprit, dit développement philosophique, c'est-à-dire que la formation de l'esprit est une œuvre essentiellement philosophique. Donc vous allez voir la corrélation ou bien le lien entre être, si je sais qui je suis, ce que je veux, ce que je cherche, je le sais, je peux mobiliser les moyens et à la fin, la finalité, c'est ça qui est le développement. Si vous prenez par exemple Paul Mtonji, il ne pense pas le développement comme on le conçoit, se développer par rapport à l'Occident. Non, non, non. Le développement, c'est d'abord un développement de soi et par soi. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous arrivons à chercher à savoir qui nous sommes et notre vie est en parfaite union avec notre être, naturellement, nous allons nous développer. C'est ça. Vous êtes un grand philosophe et je n'ai rien à vous apprendre. Socrate le criait depuis. Connais-toi toi-même. Il dit connais-toi toi-même la suite et tu connaîtras les dieux ou bien la divinité et l'univers. Pour dire que la source, c'est nous-mêmes. C'est ça. Oui. Alors, tout cela, aujourd'hui, bon, est-ce qu'il faut suivre la marche progressivement ou bien faire un transfert de technologie pour être à la pointe? Parce qu'en réalité, comme on le dit, bien, la science, c'est ça qui fait développer, n'est-ce pas? Parlez-moi justement de cette technologie, cette science-là, ou bien il faut les transférer, et comme on le dit souvent dans nos débats, le transfert de la technologie. Oui, monsieur Yussol, merci beaucoup. Déjà, vous allez voir notre conception des choses. Au fur et à mesure que nous prenons l'identité, ou bien nous prenons notre être, c'est-à-dire chercher à être soi, au même moment, nous faisons un appel à l'ouverture. Est-ce que nous avons les moyens pour transférer les technologies ou bien comment? C'est ça votre inquiétude? C'est cela, oui. La technologie, d'abord, elle se vit. Si vous allez transplanter cette technologie, ça ne donnera absolument rien. L'Afrique en a fait. Après la cession à l'indépendance, on avait les dirigeants avaient opté pour ce développement. Ça n'a rien accouché, ça n'a rien donné. Maintenant, est-ce que nous allons évoluer sur ces voies qui ont plongé davantage l'Afrique? Non. Maintenant, qu'est-ce qui est? C'est ce pourquoi nous disons que la situation de l'Afrique se complexifie davantage au fur et à mesure qu'on évolue. Il faut en prendre conscience. Revenons sur nous-mêmes. La technologie, elle se vit.
Et la Chine a fait la preuve, nous a démontré. Vous revenez souvent à la Chine, hein, Oui, pourquoi? Parce dans que cette partie orientale du monde, oui. Oui, je reviens souvent sur la Chine parce que nous avons étudié dans notre équipe de recherche, oui, la philosophie orientale et la philosophie africaine. Oui. Voir comment la Chine, ou bien, oui, la Chine s'est prise pour pouvoir être aujourd'hui ce qu'elle est. Ce qu'elle est, oui. Donc, il faut, contrairement à ceux qui disent que philosophie c'est rêver, non, c'est pas ça. La philosophie s'ancre sur ce qui est, même si parfois sa réflexion, ses analyses dépassent son temps. La première des choses, c'est qu'elle part la philosophie du concret. C'est ça. Donc nous analysons ce qui nous arrive aujourd'hui à partir de ceux qui ont déjà fait la preuve. C'est ça. À partir de ceux-là qui ont déjà fait la preuve. Et nous disons que l'affaire de la technologie, la technique ou la technologie se vit. Ce n'est pas une affaire de déporter, c'est une affaire de ce que nous cherchons, ce que nous voulons faire. Et c'est la volonté. Et ça implique la volonté politique. La volonté, oui, la volonté politique qui doit être au fondement de tout, c'est-à-dire qui doit financer, qui doit encourager la recherche. Oui. La recherche. Donc dire maintenant qu'on va déporter la technologie, non, nous ne sommes pas pour cela. Nous voulons une formation, un développement à partir de nous-mêmes. Le développement de l'Afrique, pas les Africains eux-mêmes. C'est ça. Et non pas un repli sur soi, mais dans une dynamique qui s'ouvre sur l'autre. Tout en sachant qu'il est très nécessaire l'ancrage que nous prenons ici comme être. De départ. Alors, de plus en plus, on parle de ces sciences, qu'on disait que l'Afrique antique était déjà développée, ces anciens, l'Égypte antique, n'est-ce pas, qui ont déjà développé certains savoirs, finalement récupérés par les Blancs. Oui. Là, effectivement, c'est ce qui était même à la base de mes inquiétudes. Le Blanc, il sait bien faire les choses. Il le copie. Et c'est pourquoi je dois revenir toujours sur la Chine là. Oui. La Chine est partie copier la technologie occidentale. Elle n'a pas à plaquer cette technologie, mais elle a essayé de la travailler. Et quand ça a commencé, l'Occident nous disait que c'est la chinoiserie. Ce qui veut dire que c'est ce qui n'est pas authentique. C'est la chinoiserie. La Chine a pris son temps, l'a travaillé. C'est ce qu'on avait fait. Quand les Pythagore, les Thalès, les grands philosophes sont venus en Afrique, les grands médecins sont venus en Afrique, il faut lire, si on se réfère à la civilisation ou barbarie de Tchekanta Diop, on voit tout ça. Ils sont partis adapter ça à leur environnement. C'est ce que l'Africain ou bien l'Afrique doit faire aujourd'hui. C'est ça. Et là, si on tourne la politique ou le politique est toujours au centre. Encourager les jeunes, encourager la recherche, financer la recherche. Vous allez en Occident, les débats philosophiques sont toujours au rendez-vous parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de développement qui ne soit d'abord un développement de l'esprit. Un développement d'idées, n'est-ce pas? D'idées. Oui. Alors, vous parlez tout à l'heure du panafricanisme, parlons-en, puisque se tient actuellement à Lomé ce sommet des panafricanistes qui sont réunis pour redonner, n'est-ce pas, voir l'Afrique dans le concert des nations. Alors, finalement, est-ce que ce courant, qui n'était pas, qui n'est pas né aujourd'hui, oui, est-ce que ce courant est encore d'actualité, porteur de sens d'explication profonde pour le développement du continent? Merci beaucoup, M. Husson. Le philosophe montre la voie, explique, et le reste revient. Et puis il y a un grand philosophe camerounais qui est présent à Lomé, parmi les participants à cette conférence. Ok, nous revenons sur le panafricanisme, qui a vu le jour non sur
les territoires africains, mais en Occident. C'est en Occident. Le panafricanisme a vu le jour en Amérique, dans les Antilles, et aussi, surtout, en Angleterre, à Londres. Puisque c'est à Londres que s'est tenu le premier congrès panafricain. C'est effectivement. 1900, oui. Quel était l'objectif du panafricanisme? L'objectif du panafricanisme, c'est, premièrement, réhabiliter la race noire. Parce qu'ils ont vu que le noir est martyrisé partout, marginalisé et est privé des droits humains. Donc, le mouvement était lancé, premièrement, pour pouvoir réhabiliter le noir africain. Le noir, oui, l'identité noire. Donc, comment faire? Vous voyez déjà, comme toute l'Afrique était emballée, il faut chercher un grand ensemble. C'est-à-dire un grand ensemble. Il faut que le mouvement soit une affaire de tout le monde, de tous les Africains, du panafricanisme. Oui. Un mouvement d'ensemble. Et il faut l'avouer, une fois atterri sur le continent africain, et surtout avec les Kwame Nkrumah, il y avait une scission. Il y avait déjà un problème. Il y avait deux camps. Oui. Oui, il y a le groupe de Monrovia et ceux de Casablanca. Casablanca, oui. Vous voyez maintenant? Donc, le groupe de Monrovia était des maximalistes, c'est-à-dire la majorité qui optait pour une Afrique des nations. Et le groupe de Casablanca, qui était minimaliste, qui optait pour les intérêts des peuples. Vous voyez déjà, au moment où certains prônaient un mouvement d'ensemble, d'autres se cantonnaient sur les intérêts des nations. Au lieu de faire tomber les frontières qui constituent le grand problème, l'Afrique, cette Afrique qui a été balkanisée en Allemagne, au lieu de faire tomber et opter pour un grand ensemble, voilà déjà certains qui avaient déjà opté pour l'intérêt cautionné, dirigé par Senghor, les Houphouët-Boigny. Et c'est ce groupe-là qui avait abouti à la création de l'OUA. C'est ça. Vous voyez déjà que c'est déjà mal parti. Et du moment où les Kwame Nkrumah étaient du côté de la majorité, c'est-à-dire l'Afrique pour l'Afrique des nations, il y avait aussi un problème. Est-ce qu'on peut prétendre être panafricain en optant pour la nation du territoire, du pays frère? Il y avait toujours un problème. Déjà, vous voyez que le panafricanisme était une sorte de ce qu'on dit souvent, le verre était déjà dans le fruit. Il y avait un problème. Il y avait un problème déjà. Donc, dire que est-ce que le panafricanisme peut nous conduire au bon port? Déjà, nous sommes optimistes. Il faut continuer les réflexions. C'est ça. Pourquoi? Parce que le colon n'a pas désisté. Il est à l'œuvre. Oui, puisqu'on parle du néocolonialisme aujourd'hui. Oui, il est à l'œuvre. Il ne va pas vous laisser faire. Il ne va pas vous laisser faire. Donc j'encourage les panafricains, les authentiques panafricains à continuer. Et je les invite au courage et ne pas désister. C'est ça. Et au même moment, il y a de plus en plus la diaspora africaine, les afro-descendants, ces hommes et femmes qui ont été enlevés, en tout cas à partir très tôt, et qui ont perdu leurs racines, et qui veulent revenir maintenant et apporter leur pierre à la contribution du développement du continent africain. Là, c'est un bon mouvement, aujourd'hui le mouvement de la diaspora, et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Ils sont partis apprendre, comme le soutenait la Grande Royale dans Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Il faut envoyer vos enfants aller apprendre à lier le bois au bois et avoir raison, même s'ils ont tort. Ils sont partis faire l'expérience.
La plupart de ces Africains de la diaspora sont des grands intellectuels. Si de notre côté, nous qui sommes au pays en Afrique, si on peut s'ouvrir, leur donner l'opportunité et apprendre de leur savoir-faire, tout en gardant nos positions, c'est-à-dire nos valeurs, on peut apprendre d'eux. Nos confrères de la diaspora peuvent nous montrer des voies. On n'a pas besoin de les faire revenir pour leur donner de l'espace avant qu'ils ne prennent pas, n'est-ce pas, la marche de la chose. Parce qu'il y a aussi cette tendance que les pays sont proposés à accueillir tous ces diasporas et afin qu'elles soient installées sur le continent. Oui, non, là, ce serait, à mon point de vue, moi j'aimerais dire que là serait l'option de chacun. C'est son pays, Togolais qui est à la diaspora, c'est son pays, s'il veut ou bien trouve nécessaire de venir implanter quelques industries et il voit que ça peut aider l'Afrique, là on l'accueille et de la même manière aussi, s'il voit qu'il peut rester là-bas et contribuer, là c'est une meilleure manière, c'est à eux de voir. C'est ça. On revient à notre thématique, l'être, identité, soit le développement en Afrique. Et alors, dites-moi, l'option de la métaphysique, est-ce qu'aujourd'hui, ce savoir, la métaphysique et la philosophie elle-même, n'est-ce pas, quelle contribution, vous l'avez dit, le développement de l'esprit bien sûr, mais concrètement, c'est pas ce qui intéresse les gens, docteur. Nous sommes d'accord que ce que l'on veut, c'est des choses dont on a besoin, des enjeux pratiques de la chose. Oui, avant de vous répondre, Jésus a dit, mon peuple périt manque de connaissances. Alors, il faut la raison maintenant. Comme nous sommes en plein pied dans la métaphysique. C'est ça. Oui. Mon peuple périt manque de la connaissance. Il manque de la connaissance. Et là, c'est pour dire que c'est la connaissance qui est au fondement de tout. Le peuple qui n'a pas... Oui, la connaissance qu'il faut mettre en pratique, n'est-ce pas? Oui, la connaissance qu'il faut mettre en pratique, c'est pourquoi nous avons commencé par une définition pragmatique de la philosophie. La philosophie comme une réflexion approfondie sur l'homme et sur son milieu de vie. Bien sûr. Pour épargner toutes les critiques après. Oui, une connaissance qui peut s'appliquer et qui est en adéquation avec le mode de vie de tous les jours. Qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple veut ici ce qu'elle a besoin ici et maintenant. Retournons un peu encore en Chine pour citer cette pensée populaire qui dit en Chine, si tu veux un développement d'un an, il faut faire quoi? Il faut planter des arbres. Et la Chine continue, si tu veux un développement de 100 ans, forme des hommes. C'est ça. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Si vous voulez un développement de 5 ans, ok, courons, allons chercher du riz, ramassons des choses ici. Mais si vous voulez un développement authentique sur une longue période, une longue période, 100 ans, formons des hommes. Donc la Chine est en train, elle le fait bien. Donc la formation revient au cœur de centre de développement, n'est-ce pas? Oui. Alors, votre regard aujourd'hui sur cette formation qui est donnée dans nos instituts scolaires, dans nos centres de formation, est-ce qu'elle est adéquate, n'est-ce pas, avec les besoins pressants du continent africain? Votre question m'envoie à une inquiétude soulevée lors de la soutenance de ma thèse, où on m'a dit, le président du jury, professeur Tonyeme, m'avait sommé à résumer dans 5 minutes mon travail de recherche dans ma langue de socialisation. Ah d'accord. Formidable alors. Ah oui. Et vous y êtes arrivé? Avant de prendre la parole, j'ai dit bon, c'est ce que nous subissons. On m'a enseigné des choses depuis le cours primaire jusqu'en doctorat.
des choses qui sont carrément différentes de ce que je vis, ce que je suis. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Je suis en déphasage complet de la réalité. Et j'ai fait de mon mieux en torturant quand même les choses. Aujourd'hui, la colonisation, le néocolonialisme, comme Nkrumah le disait, dernier stade de l'impérialisme, est encore très méchant. Le professeur Dany s'est posé une question. Comment se fait-il que on ne peut pas penser, on ne peut pas éduquer nos concitoyens en dehors des voies et moyens tracés par l'Occident? N'y a-t-il pas d'autres voies d'accès à la connaissance? Est-ce que oui, mais avant cela, il y en avait. Il y a la formation dans nos couvents, il y a des formations dans nos unités, n'est-ce pas, de formation, justement. Le jeune qui va entrer dans la vie active est formé. Alors finalement, tout ça a été balayé du revers de main par le blanc. Ah oui, vous me parlez de notre formation actuelle. Oui. Est-ce que notre formation en adéquation, ça peut nous permettre? C'est ça. Donc c'est effectivement là où je veux en venir. Oui. Que ce que le blanc, les curricula, ce que nous dit-on, est-ce que ces connaissances sont en adéquation avec la réalité? Il y a un problème. Est-ce que nous sommes les acteurs de ces connaissances, ces savoirs? Ou bien n'y a-t-il pas des penseurs africains pour penser les curricula, pour penser ce qu'il faut dispenser? Donc il y a toujours des problèmes. Donc nous invitons les Africains, nous invitons, et là, le problème ne vient pas d'ailleurs, c'est que c'est un peu plus politique. C'est ça. Et aussi de la bonne volonté de nos chercheurs, ou bien de la bonne volonté de nos professeurs. Qu'est-ce qui nous empêche de revoir nos programmes d'enseignement? Oui, oui. Aujourd'hui, nous dit-on toujours ce que nos professeurs ont eu, les professeurs ont eu. Ça, ce n'est pas ça. Est-ce que ce que nous donnons aux enfants peut les amener à développer le continent? Donc, ce sont des problématiques à revoir. Avec l'introduction de l'approche par compétence maintenant, véritable cassette pour ceux qui sont sur le terrain, il paraît que bon. APC, approche par compétence. Approche par compétence, il y a c'est une manière, professeur Amiro le disait, une manière de diluer la science. Et nous disons, nous n'avons rien contre APC. Nous n'avons rien contre APC, c'est une très belle approche. Mais nous disons, c'est la manière d'acquérir cette méthode qui pose problème. Voilà. Comment se fait-il qu'un seul monsieur puisse aller apprendre une méthode et venir l'appliquer à toutes les sciences? Et vous voyez que déjà un problème. On nous a fait savoir que c'est un mathématicien qui est parti apprendre. Pourquoi ne pas au moins faire un sacrifice, envoyer dans chaque matière un spécialiste? Vous voyez déjà ça. Donc c'est ça, c'est là où il y a la frustration. L'application peut varier d'une discipline à une autre. Parce que la conception des choses diffère. La philosophie a ses spécificités, la mathématique a sa spécificité, et physique, etc. Donc, quelle que soit la compétence de la personne, je ne suis pas sûr qu'il serait à l'aise sur le terrain de la philosophie. Non, soyez francs, soyez francs. Non, sinon, on voit bien, la personne n'a aucun souci. C'est une manière d'enseigner, une nouvelle manière d'enseigner. Et de mettre l'enfant plus au centre et de permettre l'échange entre les enfants au lieu d'être là et recevoir. C'est ça. C'est ça. Donc, vous confirmez que la métaphysique, la philosophie peut toujours jouer un rôle appréciable dans le développement du continent. C'est le moment même où on a plus besoin de la philosophie et on a plus besoin des notions métaphysiques. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Afrique, nous avons fait depuis 1960, après la cession, nous avons fait l'expérience. Nous voulons un développement techno-scientifique qui n'est pas toujours au rendez-vous. En ce moment, la Chine se cultivait, la Chine se travaillait. Et nous avons vu ce qu'il y a aujourd'hui. C'est aujourd'hui même que l'Afrique a plus besoin des données métaphysiques, de la philosophie.
Parce qu'il n'y a aucun domaine aujourd'hui qui ne soit obligé de la réflexion philosophique. C'est ça. Oui. Donc, c'est indispensable. C'est indispensable. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer. Il faut voir les grands... c'est votre conviction de philosophe, c'est ça? Oui, il faut voir, oui, c'est ma conviction. Mais analysons un peu les débats sur la chaîne internationale. Ce sont des débats philosophiques, purement philosophiques. Ce sont des débats philosophiques. Et vous l'avez dit, même la guerre entre l'Ukraine et la Russie, oui, c'est pas forcément une affaire de déploiement de forces physiques. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est l'idée. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc là, c'est aujourd'hui même qu'on a plus besoin de la philosophie. Ça, je ne peux pas être aussi catégorique, mais je l'affirme avec toute ma conviction, que c'est ça. L'Afrique ne peut Vous pas... faites taire ces idées selon laquelle la philo n'a rien à foutre dans le monde aujourd'hui. Oui. Quel domaine aujourd'hui? En Occident, de plus en plus, on embauche les philosophes dans les cliniques. C'est ça. Hein? Il y a plus les philosophes. À l'ère de l'intelligence artificielle. Oui, effectivement. Ce sont des données philosophiques, c'est ça. On ne peut pas se passer. Il faut que l'Afrique cesse ses idées, ou bien il faut qu'on arrête ses idées sur la philosophie. Et aussi, nous convions nos frères, collègues philosophes et professeurs de philosophie à une autre manière de voir et de faire des choses. Quand j'étais pour ma première fois arrivé au lycée à Boudrafort, le professeur m'a fait savoir comment les philosophes sont toujours en rayon. Comment toi tu es chaque temps propre? Oui, c'est l'image. Hein. Oui. On avait les Socrate pieds nus, les autres là. Bon, d'accord. Ben, oui, allez-y. Et j'ai souri un peu, je l'ai dit. Les philosophes ont agi à un temps donné de cette manière pour dénoncer quelque chose. C'est ça. Nous, aujourd'hui, notre débat, c'est au niveau de l'idée. Je n'ai pas besoin d'être sale avant d'être beau en intellect ou bien au niveau de l'intellect. C'est ça. Oui. Léo Agbonangba, vous êtes jeune docteur en philosophie. Vous m'excusez, jeune docteur. Hein. Alors, dites-moi, la suite, c'est quoi pour vous, n'est-ce pas? Vos ambitions universitaires, pédagogiques, académiques. La suite, qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'on devient après l'obtention du doctorat? Et après l'obtention du doctorat, M. Husson, il faut l'avouer, c'est un grand professeur de philosophie que j'ai toujours suivi sur le plateau de Delta. Et je le sais, Dieu aidant, aujourd'hui nous sommes ensemble. Et quelle est la suite de ma recherche? Je dis, toute la vie est une conviction. Toute la vie est une conviction. Et comme j'ai su qu'on ne peut pas se développer sans le développement de l'esprit, qui n'est rien autre que le job de la philosophie, je me suis donné cette peine de me ranger parmi des producteurs d'idées. Au lieu de se passer pour un simple consommateur, moi, mon souhait, c'est de produire des idées, c'est-à-dire m'apprêter pour sortir. Mes analyses là doivent être creusées, sortir des bouquins, des ouvrages, pour instruire, tracer sa voie. Et il se pourrait que ça donne ou ça ne donne pas. C'est aussi, moi aussi, mes points de vue. C'est pourquoi je parle toujours de la conviction. C'est ça. Et quelle exploitation peut-on faire de votre mémoire, de votre thèse, n'est-ce pas? Puisque être identité, développement en Afrique, quelle exploitation peut-on en faire justement pour permettre à l'Afrique de répondre au rendez-vous des continents? Oui, notre travail, c'est un travail subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, être. Nous avons conçu l'être en lien et nous avons travaillé l'être à partir des concessions faites par Placetan Perse jusqu'au néo-égyptologue Kamana, par exemple. Et là, cette partie consiste à décoloniser la mentalité africaine. En fait, si nous abordons la question de l'être, c'est pour combattre
la colonisation des mentalités. C'est ça, c'est l'idée reçue. Oui, et c'est pire, la colonisation des mentalités. Deuxième partie qui concerne l'identité, ça peut permettre aux Africains de se donner une manière d'être, un repère, un point d'ancrage. Comme le dit le Burkinabé Joseph Kizerbo, sans identité, nous sommes un objet pour les autres, un simple ustensile. C'est ça. On ne sert à rien. Ils vont nous manipuler à vie, à merci. Donc la deuxième partie consiste à aider l'Africain à se retrouver dans ce monde qui tend vers la globalisation. Et la troisième partie à penser le développement en lien. Et là, comme c'est à cause du temps, où nous avons creusé les savoirs endogènes à partir des travaux de Paulin Tondi, Cheikh Anta Diop et Joseph Kizerbo. Que c'est à partir de là. C'est ça. Et que si nous pouvons nous développer, nous devons vraiment, il faut partir des savoirs endogènes. Et on donne par exemple un savoir endogène chez les peuples Bassa du Nord Togo. Le Bassa. Avant la théorie de Faladé, les peuples du Bassa savaient comment distinguer un caillou simple pour la construction et un caillou contenant le fer. Et le blanc ne leur a rien appris. Ils ont mis sur pied les gros fourneaux contenant des chaleurs pour extraire de ces cailloux le fer. Ça. Et à partir de ces fers, il arrive à la production des dabas, des fusils. Et si on améliorait, on réfléchissait sur ces savoirs, ne pensez-vous pas que Bassa peut être le pôle de l'industrialisation en matière métallurgique de toute l'Afrique occidentale? Pourquoi pas, oui. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, nous invitons les dirigeants aujourd'hui à un travail sérieux. Un travail sérieux. Donc, du point de vue du développement, nous avons corrigé les prétendus développements qu'on nous avait dictés après la session des indépendances. Et puis nous avons vu les conséquences, ce que l'Afrique a accueilli. Et comment sortir à partir de la valorisation des savoirs endogènes. Vous voyez, il y a trois gros moyens déjà qui peuvent aider l'Afrique. Du point de vue de la mentalité, du point de vue du repère, et comment se développer. Donc vous voyez, l'Afrique, la philosophie, ce sont les idées. C'est ça. Celui qui le voit et le juge intéressant peut l'appliquer. Merci infiniment, Dr Albonagban. Ces échanges tirent à leur fin. Que dire, surtout à vos jeunes apprenants, à nos étudiants qui nous suivent, après ce travail de recherche. Rapidement, oui. Ah ok, merci beaucoup, Monsieur Wilson. D'abord, je vous remercie pour l'invitation, la considération et surtout cet amour pour nous qui sommes vos élèves, qui étiez vos élèves. Il faut l'avouer, maman, il n'y a rien. Vous êtes un modèle à moi, mon professeur de philosophie au lycée. Et je suis très fier d'être avec vous ce matin. Et aux jeunes apprenants, c'est le moment même de se donner à la recherche du savoir. Aller au-delà de ce que nous voyons avec APC aujourd'hui, et se donner, chercher le savoir, être emporté, être discipliné, et être passionné pour l'étude. Et comme tout vient de là, ça finira par donner. Et je les invite également qu'ils ont un gros boulot à faire pour que l'Afrique ne se retrouve. Pour la réhabilitation de l'Afrique, ils ont beaucoup de choses à faire. Je les invite à aller très loin, ne pas s'arrêter seulement au bac, niveau licence, au master, aller jusqu'au sommet. Et si nous sommes aujourd'hui... À condition d'avoir les moyens. À condition d'avoir les moyens, mais on n'a pas trop ça. Mais ce n'est qu'à partir de vos conseils que vous nous avez donnés sur les bancs en classe de terminale
qui nous a galvanisés jusqu'à ce point. C'est ça. Bon, plus il ne s'agit pas de moi, c'est de vous qui s'agit aujourd'hui. Merci à vous, chers amis, pour ce temps passé en studio. Merci, amis téléspectateurs, monsieur Agbonagba, docteur en philosophie, a été mon invité. On a parlé de l'aide, d'identité et pour le développement en Afrique. C'est la fin de ce numéro de Rencontre Échange. À samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.